des mots pour dire qui on est, qui on veut devenir. Des mots qui crient, des mots qui pleurent, des mots qui rient, des mots d'amour couchés sur le papier. Kim Thuy est née au Vietnam. Elle est arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Elle a exercé 1001 métiers, couturière, interprète, avocate, restauratrice, mais elle se consacre aujourd'hui pleinement à l'écriture. Son premier recueil, Rue, a connu un succès populaire et critique fulgurant et a remporté le prix du gouverneur général. Elle signe plus récemment À toi, un recueil écrit à 4 mains avec l'écrivain Pascal Yanoviak. Kim Thuy, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui 3 lectures significatives dans votre vie, 3 livres qui ont vraiment marqué votre parcours de lecteur. Bien, je dirais pas 3. Bien, je voulais vraiment parler des livres québécois. Plus que des livres spécialement. Le corpus québécois. Parfait. Oui. Donc, je vous présente en fait 3 livres contemporains de jeunes auteurs. La plupart, je pense, ce sont leurs premiers livres. Et je viens de les découvrir. En fait, j'ai pas lu beaucoup dans ma vie, donc je peux pas parler des meilleurs livres ou les Mais c'est quand même 3 livres qui vous ont marqué ces dernières années. Exactement. Donc, le premier que j'ai découvert de la littérature québécoise contemporaine, c'est Pierre Gagnon. Ça s'appelle 5FU, un tout petit livre de rien. Moi, j'ai écrit Rue, qui était vraiment très court, puis je pensais pas qu'on puisse écrire un plus petit livre encore. Mais voilà, celui de Pierre Gagnon se lit peut-être pendant 1 heure et demie, mais qui nous hante pendant des mois et des mois, si ce n'est pas des années. Donc, je me souviens encore certaines pages de Pierre Gagnon. Alors, il faut vraiment le découvrir parce que sur certaines pages, juste avec une seule phrase, il réussit à nous frapper. Alors ça, c'est du talent pur et dur. Et le deuxième, c'est celui de Sophie Bienvenue, que j'ai découvert un peu par hasard. J'en ai entendu parler un peu, mais en passant chez le libraire, je l'ai vu sur la table, je l'ai pris et ça s'appelle « Et au pire, on se mariera ». Encore une fois, un autre livre, pas très long, mais qui nous hante ou qui nous frappe. Comme en bon québécois, on dit c'est un livre qui fesse, mais dans le sublime. Elle a un rythme, elle a un ton, une poésie avec les mots. C'est incroyable. Je suis admirative inconditionnellement. Le troisième, c'est ça, je viens de découvrir aussi, Mathieu Simard. Oui, qui est un jeune auteur. Oui, La tendresse attendra. Déjà, le titre est intéressant. Et puis, à l'intérieur, voilà, encore une autre façon. C'est très contemporain aussi. C'est très québécois. Mais en même temps, une voix tellement belle. Il a une plume très efficace. Donc, on lit comme si on lisait un article de magazine. Mais tout se suit. Saccadée, rapide. Oui, et très contemporain. Et je pense que je commence à vieillir, donc j'aime bien lire les jeunes auteurs pour être proche de ce qui est en train de se faire, ou sinon le vocabulaire d'aujourd'hui. Et donc ça, ce sont les 3 auteurs qui m'ont, dernièrement, qui m'ont fait découvrir la littérature québécoise. Et quel impact ça a eu, ces lectures-là, sur votre vie? Si on prend chacun des titres, le premier, vous nous avez parlé de 5FU. Quel impact vous pouvez dire que ça a eu sur votre vie? 5FU, c'est le nom de la marque d'un médicament pour le cancer. Et dans ma vie à moi, heureusement, bon, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de proches qui ont souffert, qui ont eu à subir cette maladie-là. Et c'est la première fois aussi que je disais un homme parler de sa maladie. C'est très rare, je crois. Aussi, oui, mais un homme qui parle du cancer, pour moi, c'était la première fois. Donc, j'ai eu une meilleure compréhension de la chose. Et même hier, j'ai vu un autre film qui parlait justement du cancer et tout ça. Et tout de suite, j'ai revu des passages de 5FU qui a expliqué cette maladie-là, mais d'une façon tellement poétique. Il ne faut pas croire que... il ne faut pas voir ce livre-là comme un livre qui parle du cancer. C'est le livre de l'état de celui qui le vit et l'état humain, en fait. Donc, voilà pourquoi. Sophie Bienvenue, elle parle avec la voix d'une petite fille de 13 ans d'un milieu défavorisé.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a vraiment utilisé le langage parlé, avec des mots en anglais, avec des mots typiquement québécois, et de le passer et de le rendre poétique. Alors, je me dis, oh, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir maîtriser assez bien la langue contemporaine pour pouvoir l'utiliser. Pour le moment, je ne suis pas capable encore. Et vous nous parliez aussi de Mathieu Simard. Ah. Donc, quel impact ça a eu sur votre vie, ce livre-là? Mathieu, je le réserve toujours pendant que j'attends l'autobus de mon fils. Parce que c'est une lecture, justement, qui ne demande pas un temps long pour pouvoir suivre l'histoire. C'est un livre qui peut se lire vraiment par chapitre. Et je cours tout le temps entre deux obligations ou deux engagements. Alors, le seul temps où je peux vraiment être libre, c'est pendant les attentes d'autobus scolaires qu'ils arrivent à la maison. Puis Mathieu, c'est mon livre d'autobus scolaire. C'est bon. Comment cette lecture s'inscrit dans votre parcours de lecteur? Ces livres-là, pendant assez longtemps, j'avais pas beaucoup de temps pour lire. Ou peut-être tout simplement, oui, il y avait une course en fait dans ma vie à moi. Et là, dernièrement, j'ai eu l'occasion ou sinon la chance de devoir lire pour toutes sortes de raisons. Soit parce que je rencontre Mathieu, soit parce que, bon... Et là, je découvre des petits bijoux, vraiment. Et ce sont comme des diamants. Ça n'a pas besoin d'être grand pour que ça brille. Et donc, ça s'insère parfaitement dans ma vie de lectrice en ce moment parce que ça ne demande pas 3 semaines pour lire un livre. Je peux le lire en 1 semaine, 1 soirée, un après-midi et je rentre déjà dans l'univers d'un lecteur ou d'une histoire. Et donc, pour moi, en ce moment, ces livres-là sont des moments d'émerveillement ou de fascination, mais qui n'exigent pas trop de temps. Est-ce que votre regard sur une lecture change au fil du temps? Est-ce que ça vous est arrivé de vous replonger dans un texte et puis bon, de le lire autrement, finalement? Ah, c'est sûr, je pense que c'est comme Le Petit Prince, hein? On peut le lire à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, puis à chaque lecture, on comprend autrement, on comprend autre chose, en fait. Et surtout, moi, dans mon cas à moi, mon français s'améliore avec les années. Donc, évidemment, quand je relis un texte, je le comprends différemment. Parce qu'il y a des mots que j'avais ignorés avant, que j'aurais dû chercher dans le dictionnaire, puis que je n'ai pas cherché. Parce qu'au début, si j'avais à chercher chaque mot que je ne comprenais pas... Ça devient fastidieux là, pour apprendre une langue. Il faut se laisser aller aussi un petit peu. Il faut se donner le droit de deviner un peu. Oui. Donc, avec le temps, évidemment, j'ai maîtrisé un petit peu mieux le français. Donc, je comprends mieux. Donc, certains livres, quand je les relis, je les comprends différemment. Et aussi la maturité, nécessairement. Je crois que le 5FU, si je l'avais lu il y a 20 ans, je ne l'aurais pas compris de la même manière qu'aujourd'hui. Parce qu'on se sent beaucoup plus fragile aujourd'hui que quand on avait 20 ans et qu'on était immortel et invincible. Oui. Bien, Kim-Thi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis en compagnie de Tristan Malavoie-Racine. Tristan est auteur, compositeur, interprète, poète, chroniqueur littéraire et également rédacteur en chef du journal Voir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait très plaisir. Vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures marquantes, 3 livres qui ont vraiment eu une signification très particulière dans votre vie. Le premier titre dont vous nous parlez, La mort attendra, d'André Malavoie. La mort attendra, c'est un livre que mon grand-père, André Malavoie, était mon grand-père. Il est mort en 2005. Livre qu'il a écrit en 1961 et dans lequel il raconte son action dans la résistance française. Mon grand-père a fait partie d'un réseau de radio clandestine qui s'appelait le réseau Johnny dans la France occupée au début des années 1940. Et après quelques actions très risquées, plutôt réussies d'ailleurs, il s'est fait pincer par la Gestapo. Et là, ça a été le début d'un calvaire pour lui. Mon grand-père a passé 39 mois dans les camps de concentration allemands, Mauthausen surtout.
Donc, dans La mort attendra, il raconte cette épreuve qu'il a connue et je tiens entre les mains l'exemplaire qu'il m'a signé, qu'il m'a dédicacé quand j'avais autour de 15 ans. J'ai assez envie de vous lire la dédicace avant d'aller plus loin. Mon grand-père m'écrit: pour mon petit-fils Tristan, ce récit de combat et de souffrance, mais aussi d'espérance et finalement de victoire, qui peut l'intéresser, l'aider même à l'heure où il se lance dans la vie. Avec toute ma tendresse, Thaddée. Thaddée, c'est le nom que je donnais à mon grand-père. Difficile d'imaginer une lecture plus significative dans un parcours de lecteur. Évidemment. Il y a beaucoup de choses qui me bouleversent dans ce livre-là. L'histoire de l'organisation du réseau de Johnny, de sa capture et de ce qui s'en est suivi. Mais j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui sur un élément qui prend quand même pas mal de place dans le bouquin, c'est le récit donc de ces longs mois où il est très, très isolé, seul dans une cellule, où il voit à peine la lumière du jour, où pendant des heures et des heures, il ne parle à personne. Et il dit, le pire, ça a été de ne pas devenir fou, parce que l'esprit dérive facilement quand il n'a rien à quoi se raccrocher, quand il n'a personne en face. Et ce qui l'a sauvé, après des épisodes difficiles, il y a même quelques pages où il dit « Un jour, je suis devenu fou. Je me suis mis à tourner dans ma cellule comme un animal et j'étais fou. » Mais il a traversé ça et il dit « Ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir raccrocher mon esprit à des textes que j'avais appris par cœur quand j'étais jeune. » Mon grand-père avait un jeu avec sa mère, mon arrière-grand-mère. C'était d'apprendre des textes par cœur, des poèmes, des bouts de tragédie de Corneille ou de Racine, des poèmes de Baudelaire. Et c'est un jeu, il se relançait la balle. Es-tu capable de me réciter tel poème? Donc, pour se prévenir de l'égarement, de la folie, il se raccrochait. C'est remonté en lui. Alors, il a retrouvé des pans entiers des Fleurs du Mal, par exemple, et il dit en bout de ligne, ça a occupé mon esprit de telle sorte que, contrairement à d'autres qui sont devenus, bon, soit sont morts ou qui sont revenus abrutis, qui sont revenus fous, moi, j'ai traversé l'épreuve et j'ai continué par la suite. Merci, Tristan. Vous nous parlez ensuite de Stéphane Zweig, le joueur d'échecs, une lecture qui, je crois, vous a été recommandée par votre grand-père. Bien, justement, ce grand-père dont je viens de vous parler, un jour, il sort des rayons de sa bibliothèque Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, qui est une longue nouvelle ou novella. Ici, j'ai toute l'œuvre, tous les romans et nouvelles de Stéphane Zweig. Ça occupe quelques pages dans le bouquin. C'est un texte autour d'un avocat autrichien qui va lui aussi être capturé par les nazis et qui va être emprisonné, lui, dans une chambre d'hôtel dont on a condamné les fenêtres, la porte. Il n'y a à peu près rien dans la chambre et, même chose, son esprit dérive, il craint de devenir fou. À un moment donné, il sort de la chambre pour aller subir un interrogatoire et il voit dépasser de la poche d'un de ses gardiens le bout d'un livre. Je ne sais pas ce que c'est, mais il manœuvre pour mettre la main dessus et puis subrepticement pour l'apporter dans la chambre avec lui. Quand il regarde ce que c'est que ce livre, il réalise que c'est un manuel d'échecs. Un manuel qui retrace les grandes parties de maître de cette époque-là. Comme il n'a rien d'autre pour occuper son esprit, qui est vraiment en train de divaguer, de délirer, il va apprendre par cœur toutes ces parties-là. Lui qui ne connaissait pas vraiment les échecs avant, il va arriver à les rejouer mentalement. Et peu à peu, il maîtrise tellement l'échiquier et les règles du jeu d'échecs qu'il va se mettre à faire des parties contre lui-même, dans sa tête. Évidemment, ça va le mener un peu trop loin. Ça occupe son esprit, lui, un peu trop. Ça devient obsessif et puis ça devient un peu dément. Mais encore là, il y a cette idée que l'esprit, seul, laissé à lui-même, doit avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Alors, on plonge maintenant du côté de la poésie. Vous nous parlez de Saint-Denis Garneau, Regards et jeux dans l'espace. Oui, recueil publié en 1937. Je dis dès le départ que je ne suis pas un spécialiste de ce recueil-là, mais l'émotion que j'ai ressentie la première fois que je l'ai ouvert a été tellement vive que ça figure parmi les lectures, oui, qui ont changé ma vie. J'ai lu ça alors que j'étais au cégep et je me souviens, au détour d'une strophe, de m'être dit « Ah, on peut faire ça avec des mots. On peut faire ça avec des mots. On peut réinventer la réalité. On peut réinventer, redire autrement la vie avec des mots. » Et donc, il y a le style Saint-Denis Garneau qui m'a happé, la langue,
il y a aussi la prise de conscience qu'on pouvait, à travers une poésie très aérienne, très libre, traduire les préoccupations de sa société. Il y a ça aussi dans Regards et jeux dans l'espace. Il y a une critique du Québec des années 30, un Québec qui bouge très peu. L'immobilisme qui est décrié. Exactement. Saint-Denis Garneau a trouvé, tout en signant un texte d'abord intime, je dirais, le texte d'un jeune homme qui aime, qui se questionne sur le sens de la vie, il a placé ça dans son texte. Et j'ai réalisé donc du même coup qu'on pouvait, dans un poème, installer plusieurs couches de sens. Et il y a quelques strophes d'ailleurs qui me restent toujours au creux de la mémoire, dont celle-ci assez connue. « Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là sans appui que je me repose. » C'est magnifique. C'est là sans appui que je me repose. Et sur une note plus personnelle, encore plus personnelle, j'ai lu ce poème à l'enterrement de ma grand-mère. Je trouvais que c'est pas un poème qui parle de la mort nécessairement, on peut y voir différentes choses, mais je trouvais que dans l'idée de quitter cette chose pour celle-là, il y a quelque chose d'approprié dans les circonstances. Et cette découverte, est-ce que ça vous a amené à d'autres, orienté vers d'autres lectures, surtout peut-être au niveau de la poésie? Bien, ça a été la prise de conscience qu'il y avait au Québec. Les grands poètes, avant d'avoir lu ça, bon, j'avais lu les Verlaine et les Baudelaire jusqu'à un certain point. Évidemment, comme tout jeune homme qui s'intéresse un peu à la poésie, là, il y a eu la prise de conscience que ici, dans le pays que j'habitais, il y avait eu de grandes voix. Ça m'a mené assez vite vers les Alain Grandbois, vers aussi Paul-Marie Lapointe, qui nous a quittés tout récemment, qui est selon moi un grand poète. Roland Giguère aussi, qui a été une voix importante. Marie Huguet plus tard et pour d'autres raisons aussi. Tristan Malavoie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Richard Mignot a passé sa vie dans le milieu de l'enseignement. Il a d'abord été professeur, puis directeur d'une école primaire, pour terminer ensuite sa carrière comme directeur dans une école secondaire. Il a été aussi directeur des services éducatifs de la commission scolaire de Saint-Jérôme. Après une courte retraite d'à peine 3 semaines, il accepte un contrat au ministère de l'Éducation comme membre du plan d'action sur la lecture à l'école. Dans ses quelques temps libres, il signe un blog sur la toile, Polar noir et blanc, où il nous livre ses impressions de lecture. Il est aussi adjoint à la coordination au Festival de Polar, les Printemps meurtriers de Knowlton. Monsieur Mignot, bonjour. Bonjour, Mme Lisa. Monsieur Mignot, vous nous parlez aujourd'hui de 3 livres significatifs, 3 lectures qui ont vraiment marqué votre parcours de lecteur. Vous commencez avec L'écume des jours de Boris Vian, un roman qui a marqué les générations depuis sa sortie. Un roman dont Raymond Queneau disait que c'était l'histoire d'amour la plus poignante. Vous nous dites quelques mots sur cette lecture. Avec plaisir. J'ai toujours été un grand lecteur. Quand j'étais tout petit, ma famille, c'était important d'avoir un livre, d'avoir toujours un livre. Et on allait à la bibliothèque à tous les samedis, excusez. Donc, j'ai beaucoup lu et j'ai fait mon cours classique au départ. Et comme j'étais un très bon élève, après 2 ans, on m'a retourné dans mon collège de quartier. Et comme je viens de quartier défavorisé, la lecture, c'était pas nécessairement quelque chose qui était très valorisé. Et un de mes enseignants de français a vu en moi un bon lecteur et m'a fait un peu lâcher les bombes moranes pour dire « pourrais-tu lire ça? » Et L'écume des jours, c'est le roman qu'il m'a présenté. Et j'ai été complètement sidéré par ce roman-là. Ça a été un moment assez un choc. Juste une des premières phrases où il dit tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, je l'ai imaginé d'un bout à l'autre. Et déjà, au départ, je disais, bon, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je découvre un roman où il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des jeunes, qui sont des gens presque ordinaires, qui arrivent des choses extraordinaires, des moments assez particuliers où, par exemple, une des
des filles du roman tombe malade et c'est un nénuphar qui lui pousse dans les poumons. Une atmosphère très surréaliste. Très surréaliste pour avec Boris quelqu'un Vian. habitué de lire du Bob Moran. C'était un fameux choc. Là. Et en plus, on voit une souris qui lave les fenêtres pour arriver à ce que le soleil entre dans la maison. En tout cas, il se passe un peu quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Et je suis tombé en amour avec ce livre-là et ça a vraiment marqué un tournant dans mon plaisir parcours. De lire. Un livre initiatique, donc, pour vous, C'était un livre initiatique, un livre qui a marqué une espèce d'arrêt qui a fait en sorte aussi que j'ai commencé une chose que je fais depuis très fort longtemps, c'est de prendre un auteur et de passer au travers. Ah oui. Et là, à l'époque où vous avez lu Boris Vian, vous avez décidé de J'ai décidé, après avoir lu L'écume des jours, de tout lire Boris Vian et aussi de lire sa biographie. D'accord. Et j'avoue que la biographie était parfois encore plus intéressante que ses romans. Là. Vous nous parlez ensuite de Mouse d'Art Spiegelman, donc une bande dessinée dont on fête d'ailleurs les 20 ans cette année. Ouais. Une œuvre d'une audace créative vraiment exceptionnelle. Ouais. Alors, vous avez lu ça à sa sortie ou à quelle époque? Pas du tout. Ça fait une dizaine d'années que j'ai lu ce roman-là, parce que c'est un roman. Bon, premièrement, c'est que j'ai lu la première partie, parce qu'il était en deux parties à ce moment-là, en à peu près une demi-heure, où je ne me suis pas attaché du tout à l'image, au lien qu'il y avait avec l'image et tout ça. Et à la fin de la dernière partie, il y a eu une scène absolument terrible où on voit le père et le fils se chicaner. Parce que il y a comme une espèce de césure entre les deux. Et là, je vois dans ces visages assez particuliers, parce que des têtes d'animaux, c'est des têtes d'animaux, c'est pas des personnages. Et je vois ces têtes d'animaux assez simples avoir des émotions. Et ça m'a frappé. Et c'est là que j'ai compris que pour lire une bande dessinée, il fallait lire l'image et le texte. Problème. Et là, j'ai recommencé. De lecture, la lecture graphique. Et en plus, c'est que, bon, l'histoire, c'est l'histoire d'un père et d'un fils. Le père a vécu, je dirais même a survécu à la Shoah. Et le fils, qui est Art Spiegelman, qui joue son propre rôle là-dedans, décide d'écrire un texte, de dessiner un livre pour expliquer un peu ce qui s'est passé dans la vie de son père au niveau de la Shoah, au niveau du vécu qu'il y a eu à Auschwitz. Mais il y a une relation absolument terrible entre les deux. Très difficile, les relations avec très son difficile père. entre le père et le fils, ce qui fait en sorte que il y a une tension énorme qui se vit aujourd'hui, contemporain au niveau du livre, et par rapport à l'histoire de la Shoah aussi. Et le fait d'avoir des personnages d'animaux, de figures d'animaux, ça ajoute une dramatique assez importante, sans qu'on puisse nécessairement faire de lien avec les véritables personnages. Donc, c'est assez puissant. Vous nous parlez ensuite d'un polar. Je vous sais, grand amateur de polar. Donc, Henning Mankell, Meurtrier sans visage. Est-ce que c'était le premier livre de cet auteur que vous lisiez? Est-ce que c'est cette lecture qui vous a introduit à l'auteur suédois Henning Mankell? Oui. Je n'étais pas un fan de polar avant, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'est très récent. Bon, de temps en temps, je lisais Jean-Christophe Granger, plus genre thriller, là, mais le polar, le roman policier, le roman noir. Le roman noir, non, c'était pas. J'étais plus axé vers la littérature blanche, là, quelque chose de plus. J'avais lu évidemment Daniel Pennac aussi, là, qui avait une amorce de romans plus polar. Et il y a 5 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, j'avais du temps et je me suis dit, il faudrait bien que je découvre un nouvel auteur. Et par hasard, quelqu'un m'a parlé d'Henning Mankell. J'ai lu ça et j'ai eu un choc. J'ai eu un choc pour me rendre compte que Henning Mankell, c'était un roman policier, c'était un roman qui était particulier parce que le personnage vraiment était... on parle de Kurt Wallander, son inspecteur. C'est ça. Il était pas comme les autres. Il était vraiment... C'était un anti-héros,
C'était un personnage qui avait des problèmes. C'était un personnage qui avait des problèmes avec sa femme, avec son père, avec sa fille. Un policier qui faisait un peu de bedon qui était un peu quelques kilos en trop. Un policier qui prenait un verre. J'avais jamais vu ça. Bon, les policiers que j'avais vus dans mes lectures de jeunesse, c'était des policiers qui étaient sans peur et sans reproche. Un peu cliché. Un peu cliché, oui. Et là, tous les clichés sont morts. Là, et dans une petite ville du sud de la Suède, un pays qu'on ne connaissait que par quelques impressions au niveau de la liberté sexuelle. Mais là, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans ce pays-là. Kurt Wallander en parle de ses propres problèmes, parle des problèmes de la vie, de son pays, et fait en sorte que maintenant, un roman policier, c'est plus qu'un roman policier. C'est des romans sur la société. C'est des portraits de société, des études à travers les personnages et les enquêtes. On touche vraiment au tissu social et l'évolution de la Suède aussi. Je lisais que Mankell avait écrit Meurtrier sans visage après un exil de près d'1 an et demi. Quand il est retourné en Suède, il a senti qu'il y avait un changement vraiment, que l'État-providence était mort pour lui. Puis ça lui a inspiré l'écriture de ce roman. Donc une critique de la société suédoise quand même assez virulente. Oui, puis dans ce livre-là, bon, la base de ce livre, c'est que c'est une enquête par rapport au meurtre de 2 vieilles personnes âgées dans un endroit assez retiré. La problématique qui arrive, c'est que la vieille dame meurt à l'hôpital, mais après avoir dit quelques fois « étranger, étranger, étranger ». Donc, cette information-là sort un peu dans le public par le biais d'un journaliste. Et là, il y a une montée de la colère et une montée de xénophobie qui se prend un peu là-dedans. Et ça devient un sujet qui est assez récurrent dans l'œuvre de Mankell, d'ailleurs. Il en parle beaucoup de ces éléments-là. La montée de l'extrême droite. Du néonazisme en Suède. Donc, ça prend une ampleur qui est différente de la simple enquête classique. Classique, oui. Et ça donne un élément intéressant. On est loin du roman de gare, là. On arrive maintenant à des romans de société. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Mignot. Ça me fait plaisir. C'est très inspirant de vous avoir à Identité littéraire. Merci beaucoup. Des mots pour